Le Danemark donne entre 450 et 530 millions d'euros chaque année au Groenland et que les Groenlandais, même s'ils veulent être indépendants, ne veulent pas de perte de qualité de vie. Il y a la conscience aux États-Unis qui est montée ces dernières années que les Américains ont pris un retard considérable en Arctique et qu'ils ont laissé finalement le champ libre à d'autres acteurs, et notamment à des États non arctiques. Et évidemment, dans la conscience, c'est la Chine. Tous les partis sont favorables à l'indépendance, simplement avec un calendrier plus ou moins rapide, plus ou moins brutal. Il y a ce sentiment qu'ils ne sont pas compris, qu'ils ne sont pas non plus européens. Et finalement, l'attitude américaine très brutale est en train de rapprocher l'Union européenne du Groenland. Les dossiers de la colonisation danoise ont été ouverts, avec récemment, on a évoqué alors une forme de stérilisation, en fait la pose de stérilés sur 4500 personnes, 4500 femmes, y compris les adolescentes. Il faut imaginer sur une population de 35 000 Oui, personnes, c'est c'est colossal. Et quand incroyable. vous regardez la courbe de démographie, elle a eu un plateau dès le début des années 70 à cause de ces politiques-là. Ces enjeux, ils nous conduisent au Groenland, qui, vous le savez, est soumis à des pressions américaines. Demain et jusqu'à la fin de la semaine, l'épouse de J.D. Vance se rendra au Groenland, officiellement pour une course de chiens de traîneau, mais elle sera accompagnée d'une délégation américaine. Cette visite diplomatique a été fermement condamnée par le Premier ministre sortant du Groenland, Mutt Egede, alors qu'aucun gouvernement n'est encore formé sur le territoire après des élections qui remontent au 11 mars dernier et qui ont redéfini le paysage politique. Comment la pression croissante des États-Unis sur le Groenland redéfinit-elle ces enjeux de souveraineté? Bonjour Alexandre Tête. Bonjour Guy Berner. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et coordinateur de l'Observatoire de l'Arctique pour le ministère des Armées. Alors il faut tout d'abord nous rappeler quel est le statut du Groenland qui est lié donc au Danemark. Oui, bah, en fait, le Groenland a bénéficié de plusieurs lois d'autonomie depuis la fin des années 70, en 2 temps. Donc maintenant, il y a plus d'une trentaine de domaines qui ont été transmis au gouvernement et au Parlement groenlandais, avec la fameuse réforme de 2009, et qui permet en fait techniquement d'organiser un référendum en une année d'autodétermination, et donc que les Groenlandais décident de leur attache future ou de leur indépendance. Mais alors pourquoi sont-ils danois aujourd'hui? Alors, ce serait une histoire ancienne également qui touche les Norvégiens, puisqu'en fait les «vrais colons» entre guillemets, les premiers colons, notamment en 1521 ont été des Norvégiens. À l'époque, les 2 couronnes étaient rapprochées jusqu'à 1814 et en fait en 1814, la Norvège a été rattachée à la Suède et le Danemark a gardé, l'Islande, et le Groenland. Et donc, ensuite en différentes étapes et notamment après la Seconde Guerre mondiale, le Groenland est devenu, une des composantes, une des régions du Danemark, avant de devenir une région autonome. Bon, aujourd'hui, donc on l'a entendu, il y a des velléités américaines. Alors on ne sait pas si c'est de la roue du cochon, mais en tout cas, il y a eu une annonce de Donald Trump. Quel intérêt, quelle logique cela aurait pour les États-Unis, une annexion de ce territoire? Ouais. Bah, j'ai envie de dire qu'il y a un contexte. Déjà, Trump 1, la première présidence nous avait préparé à des discontinuités dans la gouvernance de l'Arctique, avec des discours très martiaux. Trump avait déjà fait un tweet très provocateur, mettant une sorte de Trump Tower dans un village groenlandais. Derrière ça également, il y a la conscience aux États-Unis qui est montée ces dernières années que les Américains ont pris un retard considérable en Arctique et qu'ils ont laissé finalement le champ libre à d'autres acteurs, et notamment à des États non arctiques. Et évidemment, dans la conscience, c'est la Chine. Et au regard de la proximité du Groenland avec le continent américain, dont elle est une continuité géologique, l'angoisse est effectivement que par des gros contrats, on parle d'une île de 2 millions, un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés, 50 000 habitants, quelques gros contrats miniers vont modifier profondément l'économie de l'île. Et donc, il y a 2 intérêts directs, c'est dire on s'intéresse au Groenland, alors brutalement, sans aucune forme, voilà, avec des risques d'ingérence réels. Et puis, il y a une dimension stratégique, avec les relations difficiles avec la Chine, alors avec la Russie également, même si il y a des opérations comme ça de rapprochement autour du conflit ukrainien. En fait, historiquement, le Groenland accueille une base militaire qui est très importante dans les dispositifs d'alerte précoce, de lancement de missiles balistiques, depuis l'opposé du continent arctique, du littoral arctique nord-américain, c'est-à-dire la Russie, et derrière la Russie, la Chine. Bon, donc il y a un rôle stratégique évident que vous venez d'exposer, Alexandre Tête. Il y a aussi, j'imagine, des richesses, puisque vous parliez donc d'exploitation minière. Quelles sont les richesses
éventuelle de ce territoire? Alors pour l'instant, c'est des richesses qui sont dans le sol. Donc évidemment, là, il y a un regard sur le Groenland qui est un regard comme un objet détaché de sa population, de sa souveraineté, de son histoire. Oui, c'est ça, on Heu, peut le piller. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on peut y aller. Voilà, il y a un supermarché. Sauf que, bien, d'abord, techniquement, c'est difficile d'y aller parce qu'il y a très peu d'infrastructures. Alors certes, il y a, des terres rares, de l'uranium, du gaz et du pétrole, mais leur exploitation ne va pas non plus aller de soi de la part de la population groenlandaise, qui est partagée entre un développement, il y a une exploitation qui va financer, un jour son indépendance et de l'autre côté, la protection d'un environnement exceptionnel, qui est aussi un mode de vie traditionnel. Et par exemple, le Groenland a renoncé au début des années 2020 à l'exploitation au pétrole offshore. Donc, il y a eu également des manifestations pour que la valeur ajoutée de l'exploitation minière profite aux Groenlandais, notamment par la formation des Groenlandais qui puissent avoir accès à des positions managériales, à des salaires, etc., et pas seulement à une main-d'œuvre peu qualifiée. Bon, alors il y a eu des élections législatives le 11 mars dernier. C'est le centre droit qui a remporté le scrutin au Groenland, tandis que le parti nationaliste est favorable à l'indépendance. Lui est arrivé second. Qu'est-ce que ça dessine comme paysage politique, Alexandre Tête? Alors, de toute façon, j'ai envie de dire que l'indépendance est déjà dans tous les cœurs et dans toutes les têtes des Groenlandais. Simplement, il y avait un problème de tempo, parce que effectivement, bah, le Danemark donne entre 450 et 530 millions d'euros chaque année au Groenland et que les Groenlandais, même s'ils veulent être indépendants, ne veulent pas de perte de qualité de vie. L'intérêt américain, même mal exprimé, en fait, a donné une sorte de consistance à cette aspiration à l'indépendance. En fait, peut-être que notre pays est intéressant, qu'on pourra s'affranchir plus facilement à la tutelle danoise. Et du coup, ces élections, eh bien, tous les partis sont favorables à l'indépendance, simplement avec un calendrier plus ou moins rapide, plus ou moins brutal. Là, tout de même, ce qui se dessine, et notamment avec les déclarations du gouvernement sortant, c'est que c'est d'abord résister à l'ingérence. Et que le gouvernement qui est en formation va plutôt sans doute refléter une sorte d'unité nationale. Voilà. Moi, je crois que c'est ça qui est important. Au-delà de l'indépendance, l'urgence, c'est la non-ingérence et la contrôler. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs mesures qui viennent d'être prises. Par exemple, l'interdiction, ou en tout cas un contrôle renforcé de l'acquisition des terres ou de propriété au Groenland, ou encore l'interdiction de financement étranger des partis politiques. Le message est clair. Mais qu'est-ce qui incite les Groenlandais à l'indépendance? Qu'est-ce qui pourrait les faire pencher vers cette solution? Eh bien, en fait, alors, bah, tout d'abord, ils ont un passif colonial, on peut le dire, avec le Danemark, hein. Il y a toute une série d'histoires et d'écrits qui montrent effectivement que le mode de vie traditionnel a été perçu comme quasiment même sorcier par la tradition luthérienne, etc. Donc il fallait soit les convertir, soit les tuer, soit qu'ils arrêtent leurs pratiques, soit les tuer. Et du coup, il y a ce sentiment qu'ils ne sont pas compris, qu'ils ne sont pas non plus européens. Et puis ces dernières années, en fait, les dossiers de la colonisation danoise ont été ouverts, avec récemment, on a évoqué alors une forme de stérilisation, en fait, la pose de stérilés sur 4 500 personnes, 4 500 femmes, y compris les adolescentes. Il faut imaginer sur une population de 35 000 personnes, Oui, c'est c'est colossal et quand incroyable. vous regardez la courbe de démographie, elle a eu un plateau dès le début, des années 70 à cause de ces politiques-là. Donc tout ça maintenant est assumé. Alors c'est dépassable, hein. Par exemple, le Canada développe son Grand Nord en réconciliation avec ses autochtones, en ouvrant des dossiers tout aussi graves, les fameux charniers d'enfants autochtones, où il y a plusieurs centaines d'enfants qui sont morts de mauvais traitements. En l'assumant, ils ont réussi une bonne relation, donc c'est pas non plus impossible avec le Danemark, mais ce dossier ne s'ouvre que maintenant. Bon, alors comment les Groenlandais réagissent-ils aux annonces de Donald Trump? Alors c'est vrai qu'il y a eu 2 phases, on va dire, de quasiment un mois après les premières déclarations tonitruantes de Trump, où il parlait même d'intervention possible, par la force au Panama et au Groenland. C'est plutôt cet intérêt américain d'une grande puissance pour leur petit territoire, qui a été, plutôt remarqué et donc là, ça a relancé complètement en un mois le débat sur l'indépendance. Ça l'a remis dans l'actualité, à tel point que la Première ministre a convoqué des élections, anticipées. Et puis quand même depuis 2 mois, là, ils sont complètement lassés, de ces déclarations qui sont toutes plus sidérante, aussi bien vis-à-vis du Danemark et de sa souveraineté, hein. Trump rappelait, est-ce que vraiment il y a des droits souverains du Danemark, parce qu'un bateau s'y est posé, en 1720? Enfin, le Mayflower est arrivé aux États-Unis un siècle avant, donc on pourrait aussi pousser le raisonnement de Trump. Et effectivement, le vice-président Vance n'arrête pas aussi de montrer que voilà, les Danois ne sont pas des alliés fiables, alors qu'ils ont été un soutien répété ces dernières décennies, y compris dans les conflits des Américains.
pourquoi les Américains, enfin pourquoi Donald Trump et J.D. Vance font cela, et donc avec maintenant ce voyage de la première vice-first lady, je ne sais pas Ouais, si on ouais. doit l'appeler ainsi, la femme de J.D. Vance. Oui. Alors, là aussi, peut-être que c'est l'approche. Alors, je pense que c'est compliqué de théoriser la politique américaine étrangère en ce moment, hein, mais sans doute que, c'est parmi les ressources, vous avez des matériaux critiques essentiels, aussi bien pour les usages militaires que la transition énergétique, donc les fameuses terres rares, par exemple. Heu, Or, la Chine a un monopole, d'exploitation et de commercialisation de ces terres rares et donc effectivement, à proximité du continent américain, vous avez des réserves assez extraordinaires. Peut-être qu'elles seront développées, ça relèvera de la décision des Groenlandais. Là, c'est vrai qu'il y a des coups de pression très forts puisque, non seulement c'est la vice-présidente, l'épouse du vice-président américain qui va se déplacer, mais cette nuit, le vice-président a annoncé qu'il allait lui-même venir, assister à cette, course de chiens de traîneau, mais qu'il allait aussi s'intéresser à des questions de sécurité. Dans le tweet de cette nuit, il dit même que des pays s'intéressent et menacent le Groenland, que cette menace sur le Groenland va avoir un impact sur la sécurité du continent nord-américain et des États-Unis et sur les Groenlandais. Et donc, il va s'intéresser à cette question. Il y a également le ministre de l'Énergie qui va venir, alors qu'ils ne sont pas désirés par la classe politique, qui explique bien qu'elle est en période de formation de gouvernement et qu'elle ne souhaite pas spécialement d'ingérence dans cette période. C'est vraiment un coup de pression symboliquement qui laissera des traces, en revanche. Oui. Ah oui, et en plus, alors bon, vous allez me dire que la politique est souvent faite de cela, mais c'est une manœuvre particulièrement hypocrite, puisque invoquer une course de chiens de traîneau pour la première vice, alors je ne sais pas comment on dit, la first vice Oui. lady ou vice first lady, en tout cas, Alexandre Tête, il y a dans la diplomatie de Donald Trump quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, pour le moins. Mais finalement, j'ai envie de dire que pour les Groenlandais, ça ouvre des futurs possibles. Et notamment, finalement, si jamais ils deviennent indépendants, peut-être que les États-Unis seront un partenaire parmi l'autre, et sans doute qu'ils seront un partenaire naturel, mais il y a aussi le Canada, par sa proximité immédiate. Et finalement, l'attitude américaine très brutale est en train de rapprocher l'Union européenne du Groenland, qui est un sujet important parce qu'il y a une fâcherie ancienne, on va dire, entre les populations autochtones d'Amérique du Nord et de l'Union européenne, puisque l'Union européenne avait restreint le commerce des produits dérivés de la chasse du phoque, qui avait été utilisé par le Canada pour dire, regardez à quel point l'Union européenne ne comprend rien à la vie autochtone. Et l'Union européenne, en fait, a lancé une stratégie, une forme de stratégie juste avant la guerre en Ukraine en octobre 2021, qui avait trois piliers. Un pilier énergétique, préserver l'exploitation de l'Arctique des hydrocarbures. Un volet sécuritaire, devenir un acteur sécuritaire. Ces deux volets ont été complètement rendus caducs par la guerre en Ukraine, et il restait le volet autochtone. Et donc oui, l'Union européenne vient d'ouvrir une représentation à Nuuk, par exemple, vient d'organiser une grande conférence des populations autochtones, et en fait, l'opinion favorable de l'Union européenne, qui était de 30% il y a encore quelques années, au Groenland, est passée à 60%. Donc il y a peut-être d'autres cartes à jouer, avec évidemment un maintien des relations avec le Danemark, que l'attitude trumpienne va révéler. Ce sera peut-être un aspect positif de cette crise Voilà, danoise et groenlandaise. quelque chose. Et Malheur américaine. est bon. Merci beaucoup, Merci. Alexandre Tête, de nous avoir éclairé sur le Groenland. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique.